Il y a beaucoup de choses qui peuvent freiner la croissance de votre entreprise. Manque de prospects, dépendance aux appels d'offres, manque de personnel, éparpillement sur trop de projets. Mais parmi toutes ces choses, il y en a une en particulier qui pose problème et ce sont vos croyances limitantes. Parce que vos croyances influencent les décisions que vous prenez au quotidien et ces décisions créent votre futur. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter une technique qui va vous permettre d'éliminer les croyances limitantes et de les remplacer par de meilleures qui vont vous aider dans votre quotidien. Et pour ça, vous aurez besoin de un arbuste. Mais avant, si vous êtes chef d'entreprise et que vous voulez identifier les croyances limitantes qui vous empêchent aujourd'hui de bien gérer votre temps et de développer votre activité, je vous invite à télécharger le test que j'ai préparé pour vous. C'est un test de plusieurs questions et qui vous permettra de savoir quelles sont ces croyances aujourd'hui qui vous freinent. Le lien est dans la description. Alors pourquoi vous devez travailler sur vos croyances limitantes? Parce que comme on l'a vu en introduction, vos croyances influencent vos décisions quotidiennes et vos décisions déterminent votre futur. Donc si vous avez des croyances limitantes, ça va limiter vos décisions et ça va aussi limiter votre futur. Et pour vous le prouver, j'aimerais vous donner 3 exemples concrets de chefs d'entreprise que j'ai accompagnés et pour qui les croyances limitantes ont posé de sérieux problèmes. Le premier, c'est un chef d'entreprise qui avait une agence immobilière. Cette agence tournait plutôt bien, il avait un bon chiffre d'affaires, une trésorerie aussi solide, mais ce chef d'entreprise travaillait énormément. Il travaillait environ 60 heures par semaine. Il voyait très peu sa famille, il travaillait les soirs et les week-ends. Et donc, il a sollicité les services d'Everlab pour alléger son emploi du temps et pour aussi continuer à faire croître son entreprise. Et donc, dès le premier point, on a fait le bilan et je lui ai dit, par rapport à ta situation financière, c'est tout à fait envisageable de déléguer certaines de tes tâches et donc d'embaucher quelqu'un. Et je voyais qu'il était réceptif, mais qu'il y avait un petit problème. Il me disait, oui, j'ai déjà pensé à déléguer. Et puis ça en est resté là. Et au fur et à mesure de l'accompagnement, j'ai essayé de le convaincre et de le pousser à déléguer, mais à chaque fois, je voyais qu'il y avait un blocage. Et donc, quand on a creusé, et que je lui demandais pourquoi est-ce qu'il ne déléguait pas, alors qu'il avait les moyens de le faire, on a fini par identifier que sa croyance, c'était que déléguer, c'était un aveu de faiblesse. Pour lui, déléguer, ça voulait dire soit on manque de compétences, soit on n'est pas capable de gérer la charge de travail. Et par conséquent, à cause de cette croyance-là, il ne déléguait pas, ce qui veut dire qu'il surchargeait ses journées et il limitait le développement de son entreprise. Donc ça, c'est le premier exemple qui prouve que les croyances limitantes ont un vrai impact sur votre quotidien. Deuxième exemple, c'est un freelance que j'ai accompagné, son entreprise fonctionnait bien, il avait 11 clients avec lesquels il travaillait simultanément. Le problème, c'est qu'il travaillait énormément, il y avait beaucoup de choses à gérer pour chacun de ses clients. Et quand je vois ce type de situation, généralement, c'est un signal pour moi, et c'est de dire que si jamais tu te trouves dans cette situation-là, il faut augmenter tes prix pour réduire le nombre de clients et continuer de faire le même chiffre d'affaires ou faire un meilleur chiffre d'affaires. Et c'est l'idée que je lui ai suggérée, c'est augmente tes prix pour travailler moins et gagner le même revenu, voire plus. Et là encore, il y a eu des croyances qui l'ont bloqué, c'est qu'il m'a dit, oui, mais si j'augmente mes prix, comment mes clients vont accueillir cette augmentation-là? Ils vont certainement mal le prendre, ils vont certainement me donner une mauvaise réputation, et puis j'aurai beaucoup de mal à attirer des clients à ce prix-là. Et résultat, parce qu'il refusait d'augmenter ses prix à cause de ses croyances limitantes, il continuait d'avoir ces journées ultra chargées et il continuait de plafonner en termes de chiffre d'affaires. Et dernier exemple, la semaine dernière, j'ai eu une sophrologue au téléphone qui voulait lancer son activité et on a essayé de creuser un petit peu ses croyances limitantes pour voir ce qui la bloquait, ce qui l'empêchait de trouver des clients. Et on a identifié 2 choses. Premièrement, c'est qu'elle avait beaucoup de mal à prospecter parce que sa croyance était « si je prospecte, je dérange les gens ». Et la deuxième croyance qu'elle avait, c'était je préfère pas me montrer sur les réseaux sociaux et partager mon expertise parce que j'ai peur de me ridiculiser, j'ai peur que les gens se moquent de moi. Et à cause de ces 2 croyances-là, elle n'avait aucune capacité de chercher de nouveaux clients et de développer son activité. Donc comme vous pouvez le voir, les croyances limitantes ont un réel impact sur les résultats que vous obtenez. Et pour comprendre pourquoi, je vais vous parler de ce qu'on appelle la boucle auto-validante. La boucle auto-validante fonctionne de cette façon. Vous avez une croyance limitante, et cette croyance, par exemple, ça va être « personne ne peut faire aussi bien que moi ».
Comme vous avez cette croyance, vous allez utiliser peu de votre potentiel. Vous allez vous enfermer dans un schéma où vous contrôlez tout. Comme vous vous enfermez dans ce schéma-là, vous allez peu passer à l'action. Vous allez vous dire, étant donné que personne ne peut faire les choses aussi bien que moi, ça sert à rien que je forme les gens parce que même si je les forme, de toute façon, ils réussiront jamais à obtenir les résultats que je pourrais obtenir. Donc, au niveau des actions, vous entreprenez peu de choses. Comme vous entreprenez peu de choses, vous obtenez de mauvais résultats. Forcément, si vous ne formez pas vos collaborateurs, ils vont pas monter en compétences et ils seront pas en mesure de faire ce que vous pouvez faire. Comme vous avez peu de résultats, eh bien, ça va renforcer vos croyances. Et vous allez vous dire, bah, voilà, j'ai donné cette tâche à un collaborateur et effectivement, il me l'a rendu, c'était pas exactement comme je souhaitais, donc ça prouve bien que je suis seul à pouvoir faire les tâches selon mes standards. Et à cause de cette boucle, eh bien, vous restez dans ce cercle vicieux où vous pensez quelque chose, vous avez cette croyance limitante qui limite vos actions et qui limite votre potentiel, qui limite les résultats que vous obtenez. Maintenant, l'inverse est aussi vrai. Vous pouvez avoir une croyance bénéfique, comme par exemple, il est possible de déléguer et former mes collaborateurs. Donc dans ce cas de figure, vous allez utiliser plus de votre potentiel. Vous allez vous dire, je peux développer les compétences de mon équipe pour ensuite me concentrer sur les vraies tâches stratégiques qui m'apportent de la valeur. Ce qui veut dire que vous allez passer à l'action, vous allez investir du temps en formation, vous allez expliquer comment faire les tâches à vos collaborateurs, vous allez peut-être aussi mettre en place certains process pour que ce soit clair pour eux, vous allez les suivre, ce qui va leur permettre d'être plus efficaces. Donc, vous allez obtenir de meilleurs résultats parce que vous passez du temps à former vos collaborateurs. Et comme vous avez de meilleurs résultats, ça va renforcer votre croyance et vous allez vous dire, effectivement, si je délègue, si je forme, ça fonctionne. J'ai de meilleurs résultats, donc on va continuer à fonctionner de cette façon. Ce que cette boucle auto-validante confirme, c'est qu'il n'y a aucune vérité absolue, seulement des prophéties autoréalisatrices. Comme disait Henry Ford, que vous croyez être capable de le faire ou pas, dans tous les cas, vous avez raison. Maintenant, toute la question est comment changer vos croyances limitantes. Eh bien, pour vous montrer ça, on va reprendre l'analogie que je vous ai montrée en introduction par rapport aux arbres. Et ce que j'aimerais que vous imaginiez, c'est que vous êtes garde forestier. Vous êtes garde forestier et votre rôle, c'est de prendre soin de la forêt. Mais vous avez un problème, c'est que parmi tous ces arbres, il y en a certains qui commencent à envahir le reste de la forêt. Et donc votre rôle, ça va être d'éliminer ces arbres pour ensuite en refaire pousser de nouveaux qui sont plus sains. Cette analogie, elle permet de comprendre comment faire pour éliminer vos croyances limitantes. On va passer par 3 étapes. La première étape, ça va être d'identifier vos croyances limitantes, donc vous allez identifier les arbres qui sont envahissants. La deuxième étape, ça va être de pourrir ces arbres de l'intérieur, donc c'est autrement dit de pourrir vos croyances limitantes. Et la troisième étape, ça va être de refaire pousser quelque chose de nouveau derrière, donc de refaire pousser de nouvelles croyances qui vous sont bénéfiques. Et on va voir en détail comment ça fonctionne dès maintenant. Donc la première étape, c'est d'identifier vos croyances limitantes. Pour ça, vous devez faire très attention au langage que vous utilisez, parce que votre langage va souvent trahir ces croyances que vous avez. Il y a 2 expressions principalement qui vont vous permettre d'identifier vos croyances limitantes. Le premier, c'est « j'aimerais mais ». Par exemple, j'aimerais développer une offre haut de gamme, mais personne ne voudra acheter cette offre. Ça, c'est une croyance limitante, puisque vous allez penser, en gros, que mon travail ne vaut rien. Autre croyance limitante, ça pourrait être « j'aimerais réduire mon temps de travail, mais si je le fais, mon entreprise risque de s'effondrer ». La croyance limitante qu'il y a derrière ça, c'est « je dois être constamment sur le qui-vive, je dois être constamment présent, sinon tout s'effondrera ». Deuxième expression que vous aurez tendance à utiliser et qui va trahir là encore des croyances limitantes, ce sont les généralités. Lorsque vous utilisez des expressions comme « toujours »,« jamais »,« tout le temps », ça pourrait être par exemple « chaque fois que je délègue une tâche, elle est jamais faite comme je souhaite ». Là, ça veut dire que votre croyance limitante, c'est que personne ne peut faire les choses aussi bien que vous. Autre croyance, ça pourrait être mes collaborateurs prennent jamais d'initiative. La croyance limitante, c'est je peux pas leur faire confiance. Donc ces expressions-là vont vous permettre d'identifier vos croyances limitantes. Maintenant, vous pourriez vous dire, bon bah une fois que ces croyances limitantes ont été identifiées, très bien, je peux en adopter de nouvelles. Le problème, c'est que ça fonctionne pas. C'est que vous pouvez pas passer d'une croyance limitante à une autre aussi facilement que ça. C'est, pour reprendre l'analogie de la forêt, c'est un petit peu comme si vous essayiez de déraciner un chêne centenaire. Vous aurez beaucoup de mal à le faire. Ce que vous devez faire avant, c'est fragiliser cette croyance limitante pour ensuite en adopter une nouvelle. Et le meilleur moyen de fragiliser
ces croyances limitantes, ça va être d'utiliser le questionnement socratique, comme on va le voir dans la deuxième étape. Donc la deuxième étape, c'est de pourrir vos croyances limitantes de l'intérieur en utilisant le questionnement socratique. Socrate était parmi l'un des philosophes les plus persuasifs, et ce qui était fascinant avec lui, c'est qu'il était capable de convaincre n'importe qui de n'importe quoi simplement en posant des questions. Donc voilà comment Socrate s'y prenait. Premièrement, l'interlocuteur de Socrate affirmait une thèse. Ensuite, Socrate posait une série de questions pour amener son interlocuteur à accepter certaines prémices. Et puis, Socrate faisait réaliser à son interlocuteur que ces prémices étaient en contradiction avec sa thèse, et donc son interlocuteur se retrouvait confronté à ses propres contradictions. Donc je vais vous donner l'exemple le plus connu d'un dialogue qu'il y aurait eu entre Socrate et Lacès, un général, et qui montre comment il s'y prenait. Donc la conversation ressemble à ça. Lacès dit « Le courage est la qualité la plus importante pour un soldat. Un soldat courageux est celui qui ne fuit jamais devant l'ennemi. » Donc ça, c'est sa thèse, c'est sa croyance. Donc Socrate aurait répondu à ça « Dites-moi Lacès, un soldat qui charge seul contre une armée entière est-il courageux ?» Lacès aurait répondu « Certainement, c'est un acte de grand courage. Et si ce soldat ne connaît pas la force de l'ennemi et charge par pure ignorance du danger? Eh bien dans ce cas, ce serait plutôt de la témérité que du courage. Donc le courage implique une certaine connaissance du danger. Mais alors, un soldat qui évalue soigneusement la situation, reconnaît le danger et choisit de se retirer tactiquement pour sauver ses hommes, ne fait-il pas preuve de courage? En effet, cela demande aussi du courage. Pourtant, ce soldat a fui devant l'ennemi, ce qui contredit votre définition initiale du courage, n'est-ce pas? Et donc Lacès, se retrouve un petit peu dépourvu et dit « Je vois maintenant que ma définition du courage était trop simpliste et que le courage semble impliquer plus que le simple fait de ne pas fuir. » Et donc ce qui est intéressant, c'est que par un jeu de questions, et en faisant accepter à son interlocuteur certaines prémices, il a pu démonter ses arguments, démonter sa thèse et faire changer ses croyances. Et vous pouvez appliquer la même chose pour vos propres croyances. Donc ça ressemblerait à ça. Admettons, vous avez la croyance « je ne peux pas déléguer, mon équipe fera des erreurs ». Et bien là, vous pouvez vous poser des questions et vous dire « est-ce que il m'arrive de faire des erreurs ?» Et là, vous allez vous dire « oui, je suis humain, comme tout le monde, je fais des erreurs ». Est-ce que ces erreurs m'ont déjà empêché de progresser ? Non, au contraire, ces erreurs me permettent d'apprendre et de gagner en expérience. Est-ce que mon équipe ne peut-elle pas apprendre de ces erreurs? Ah oui, après tout, ce sont des humains comme moi, donc ils peuvent apprendre de leurs erreurs. Si je laisse pas mes équipes faire des erreurs, comment est-ce qu'ils peuvent apprendre et progresser? Eh bien, ils peuvent pas. Et là, vous venez de révéler une contradiction. C'est-à-dire que vous estimez que pour gagner en expérience et pour être plus compétent, vous devez faire des erreurs, mais en même temps, vous refusez que vos équipes fassent des erreurs. Et donc, dans ce cas de figure, ce qu'on remarque, c'est que là, le vrai problème, c'est pas la délégation, c'est que vous n'avez pas de cadre pour former vos équipes et pour les faire monter en compétences. Et donc, en utilisant ce questionnement socratique, vous allez pourrir vos croyances de l'intérieur, vous allez les affaiblir, un petit peu comme si vous affaiblissiez un arbre qui envahit votre forêt. Et grâce à ça, vous allez pouvoir éliminer l'arbre et donc faire table rase. Ce qui veut dire que maintenant, vous aurez l'espace suffisant pour faire pousser une nouvelle croyance qui est beaucoup plus bénéfique. Et donc c'est l'étape 3. Et l'étape 3, ça va être de choisir une nouvelle croyance et de l'entretenir grâce à l'expérience. Donc voilà comment faire. Vous allez premièrement choisir votre croyance bénéfique, la nouvelle croyance que vous voulez adopter. Par exemple, je peux déléguer plus de tâches dans mon entreprise. Et au début, cette croyance sera très fragile, un peu comme une graine que vous plantez dans le sol, qui va commencer à pousser, il va y avoir une petite pousse qui va émerger, et ce sera une pousse qui sera très fragile. En ayant cette croyance, vous allez utiliser un petit peu de votre potentiel, parce que vous allez vous dire, ça peut être intéressant de voir si je peux déléguer certaines tâches et voir les résultats que je peux obtenir. Donc vous allez commencer à utiliser un petit peu de potentiel. Vous allez mener quelques actions un petit peu timides, mais des actions quand même. Vous allez peut-être déléguer une tâche par-ci, par-là pour tester vos équipes. Et vous allez peut-être avoir des premiers résultats. Des premiers résultats encourageants où vous allez vous dire, ah bah effectivement, là j'ai délégué cette première tâche. Je pensais pas que mon collaborateur serait en mesure de le faire. Et il m'a surpris. Il m'a donné un résultat qui est plutôt positif. Donc ça renforce un petit peu votre croyance. Et vous allez vous dire, bon bah qu'est-ce que ça donnerait si jamais je délègue un petit peu plus de tâches? Et par l'expérience, donc en déléguant des tâches, vous allez renforcer cette croyance que c'est possible et que vous pouvez bel et bien déléguer plus de tâches et alléger votre emploi du temps. Ce qu'il faut bien comprendre pour que de nouvelles croyances s'enracinent et vraiment se développent,
c'est que vous devez aller chercher de nouvelles expériences et le faire progressivement. Et petit à petit, c'est comme ça que vous changez vos croyances limitantes. Donc en conclusion, pour changer vos croyances, vous devez premièrement identifier les croyances limitantes, deuxièmement pourrir les croyances limitantes de l'intérieur, et troisièmement en adopter de nouvelles et les renforcer par l'expérience. Donc si ce sont des problèmes que vous rencontrez actuellement, si vous êtes dirigeant, chef d'entreprise, entrepreneur et que vous avez ces croyances limitantes qui vous empêchent de bien gérer votre temps et de développer votre entreprise, je vous invite à passer un appel avec nous pour qu'on identifie ces croyances ensemble et qu'on voit comment on peut mettre en place un plan d'action qui vous permettrait de les surmonter et de gagner du temps et de développer votre entreprise. Donc si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description.